Quand on parle de gin, on pense souvent aux Anglais. Avouez que vous la voyez, la bouteille, avec l'image du gardien de la Tour de Londres dans son beau costume rouge. Paraît qu'on les appelait les mangeurs de bœuf, les beef eaters, parce que contrairement à bien du monde, eux autres, ils avaient le droit d'avoir une portion de bœuf par jour. Mais en fait, c'est les Hollandais qui ont inventé le gin, quand ils ont décidé de faire macérer des baies de genévrier dans l'alcool pour en faire un médicament qui aide à la digestion. Les soldats anglais qui venaient guerroyer dans les Pays-Bas trouvaient que leurs opposants hollandais étaient pas mal courageux. Ils se sont dit, ça doit être à cause de ce qu'ils boivent. Fait qu'ils ont commencé à en ramener, à en importer aussi. Jusqu'en 1633, quand le roi Guillaume a décidé d'interdire l'importation des alcools étrangers. Ça n'en prenait pas plus pour que les distillateurs anglais commencent à en fabriquer. Et c'est là que ce que les Hollandais appelaient le Geneva est devenu le gin. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce qu'aujourd'hui, même en Abitibi-Témiscamingue, on produit du gin, et puis du bon à part de ça. Je vous emmène rencontrer Alex Gaudreault et Daniel Corriveau de la distillerie Alpha Tango à Val-d'Or, dans la MRC de la Vallée de l'Or. Je saute dans mon avion, suivez-moi. C'est par là. Salut, salut! Salut Pierre! Je suis content d'être là. On s'est parlé au téléphone, mais de vous voir en vrai, Alex, Daniel. Bienvenue chez Alpha Tango. Ben, merci de m'accueillir. C'est quoi Alpha Tango? Alpha Tango, c'est un projet père-fils. On est une distillerie, la première en Abitibi. Puis on fait un gin, une vodka, puis on s'amuse pas mal à faire plein de trucs originaux. Des trucs originaux avec des produits régionaux, si je me trompe pas. Oui, exact. C'est le fun de voir que vous utilisez tout ce qui se trouve dans notre environnement pour, j'allais dire, amener la spécificité de l'Abitibi-Témiscamingue dans vos produits. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, on est dans la partie boutique, mais je pense que c'est ici aussi que vous distillez, que vous embouteillez. Exactement. On fait tout ça derrière ici. Tout ça derrière? Oui. As-tu envie de venir voir? Ben, ça tombe bien. Je suis justement là pour découvrir tout ce que vous faites de beau. J'ai plusieurs questions à vous poser. Super. Ah, là, on se retrouve dans le cœur. On est dans la partie production. On est dans la partie production. Une petite pièce ici qui est vraiment dédiée Oui, production. OK. Fait que c'est ça, un alambic. Hein? Plutôt dur à cacher. C'est un alambic de 600 litres. 600 litres. En tout cas. Mais oui, le cœur de ce qu'on fait se passe ici, la distillation. C'est là la distillation. Ouais, ça s'ouvre-tu? On peut-tu l'ouvrir? Ben oui. Va-tu tomber sur le dos? Avec les vapeurs d'alcool, quand ça va ouvrir, on va-tu tomber sur le dos? Il est vide présentement, mais c'est certain que les huiles qu'on a vont se retrouver sur les parois, puis il faut nettoyer régulièrement. Il y a le processus. Puis je voyais à l'intérieur, il y a... Au fond, tu as un mélangeur. Un mélangeur? Un mélangeur, ça permet de répartir un peu uniformément la chaleur quand on fait chauffer, parce que ça se trouve être un chaudron. Hein. Puis tu as une grosse paroi double ici où circule la vapeur. Le faire chauffer, tu dis ça prend combien de temps faire chauffer ça quand vous décidez de distiller? Bien, ça prend environ 1 heure amener le mélange à bonne température. Okay. La distillation, ensuite, elle dure 5 heures. On fait chauffer. L'alcool bout à une température plus basse que l'eau. Donc, le mélange d'eau et d'alcool, quand ça commence à bouillir, c'est l'alcool qui va s'évaporer en premier. Je résume très, très simplement le processus. Donc, l'alcool, en s'évaporant, amène avec elle les arômes qu'on va avoir mis dans notre soupe. Puis, part en vapeur. Dans cette tuyauterie. Dans la tuyauterie, c'est ça. Puis, ici, tu as un condenseur qui va venir, on fait circuler de l'eau froide, réfrigérant. Donc, au contact du froid, la vapeur va revenir en phase liquide. Donc, ce qu'on récupère, ça va être l'alcool. L'eau va rester principalement dans l'alambic. Oh, oh. Il y a de l'écho. C'est l'écho foxtrot là-dedans. On se retrouve dans la forêt récréative. C'est juste à côté de la distillerie Alpha Tango.
On est là pour parler des produits que vous utilisez. Parce que je sais que vous utilisez des produits qu'on retrouve dans la forêt. C'est quoi les ingrédients pour faire une vodka puis pour faire un gin? Bien, pour faire un gin, la beauté du gin, c'est qu'on peut utiliser tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on peut imaginer qui va donner un arôme. Ça peut être des fleurs, ça peut être des produits forestiers, ça peut être des écorces, ça peut être le cambium, l'aubier du bois, ça peut être un peu de tout, ça peut être des racines. Donc, c'est très, très varié. C'est ça qui est plaisant avec le gin. Il y a quand même des baies de genévrier. Oui, le seul, en fait, si on parle côté plus réglementaire, il y a un arôme qui est obligatoire, c'est la baie de genévrier. OK. C'est le seul. D'où vient le nom du produit, de gin ou juniper, ou ça vient Des baies de d'Europe, genévrier. mais c'est ça. Donc, c'est parti de la baie de genévrier, le genièvre, baie de genévrier. Puis la vodka? Bien, la vodka, ça doit être un alcool produit à partir de grains ou de céréales, principalement. Donc, là, dans notre cas, nous, c'est un alcool de blé. C'est un alcool 100% blé. OK. Mais la vodka, je pense que c'est plus neutre. Il y a moins d'arômes là-dedans. Oui, exact. En fait, il faut que ce soit neutre, qu'il n'y ait pas de couleur, qu'il n'y ait pas d'odeur particulière. OK. Donc, c'est pour ça que les vodkas, souvent, ils se ressemblent un petit peu tous. C'est un alcool à 40 Ce qui fait la différence, c'est la qualité de l'eau. Donc, nous, on a un eau d'Esquerre ici qui est sous nos pieds, qui est pratiquement aussi bonne que l'eau SK que tout le monde connaît. Puis l'alcool, le blé, en fait, donne un caractère sucré un petit peu à la vodka versus une vodka de maïs ou d'autres céréales. Fait que c'est ça qui la distingue un petit peu des autres, tout en restant une vodka à 40 neutre. Sucré, presque fruité légèrement. Là, mais c'est ça, dans les vodkas, on est dans des subtilités. La texture aussi, des fois plus soyeuse, plus crémeuse, des différences comme ça là, qu'on va pouvoir retrouver. Alors que dans le gin, ben là, vous vous amusez à créer toutes sortes de saveurs. C'est quoi les produits que vous utilisez qui font la spécificité du gin Bravo Charlie, par exemple? Bien, il y en a un qui est l'essentiel, puis c'est Alex qui avait apporté cette idée-là au tout début, puis qui a servi de toile de fond parce que c'est une toile, faire un gin, on part puis on joue avec des saveurs, tout ça, pareil comme on jouerait avec des couleurs. Mais notre toile de fond, c'était la quenouille. C'était l'idée d'Alex. Les deux, on avait déjà goûté la quenouille, mais c'était original. Puis c'était bon, puis c'était ça pouvait se mettre dans un profil de gin qu'on voulait produire avec la saveur qui rappelle le concombre. Il y a certains gins au concombre qui sont très bons, puis qu'on aimait tous les deux. Donc ça rappelle ça, puis ça amène une fraîcheur aussi. Fait que ça a été ça. Est-ce que vous êtes les seuls à utiliser la quenouille au Québec? Bien, au Québec, oui, je te dirais même dans le monde. Dans le on monde? a fait des recherches, on n'a pas trouvé rien, à moins qu'il y ait des trucs vraiment que personne connaît. Puis c'est ça, quand on faisait des expériences, qu'on goûtait à des gins, on goûtait puis on voyait qu'est-ce qu'on aimait. Puis les gins qui avaient du concombre, souvent, on aimait ça, ça venait nous chercher. Fait que j'avais dit, bien, on pourrait remplacer le concombre par la quenouille. On savait qu'est-ce que ça goûtait, on en avait déjà mangé. OK. Fait que pendant tous nos tests, le seul élément qui est pas mal toujours resté, c'était la quenouille. Après ça, on a fait des tests en la distillant, qui était plus ou moins ce qu'on recherchait. Fait qu'on a fini par une macération. Oui, une macération. Puis, qu'est-ce que j'aimais aussi de l'idée de la quenouille, après qu'on y ait goûté vraiment en alcool, qu'est-ce que ça pouvait donner, c'est... moi, c'est le petit côté plus fantaisiste un peu, mais la quenouille, on l'a oublié. Hein? Il y en a partout. En Abitibi-Témiscamingue, des places ailleurs, il y en a tout le long de la route d'un fossé. Il y en a partout. Là. Donc, J'ai lu, toujours là. je lisais justement dans la flore laurentienne, à propos de la quenouille, que les Autochtones utilisaient la quenouille, en fait, plus le rhizome, la racine, pour en faire de la farine. Ouais. Vous autres, quelle partie de la quenouille vous utilisez quand vous la mettez dans le gin? On utilise le cœur de quenouille. Donc, c'est cœur. Le cœur, c'est la partie, quand la quenouille est jeune, au début de sa croissance, la tige qui sort, ça va dans des milieux humides. Souvent, elle va être dans l'eau. Les rhizomes, les racines vont être dans l'eau. Tu vas avoir le bas de la tige, dans le fond, qui est le cœur de quenouille. Il passe du blanc au vert un peu. Là. C'est comme un peu le cœur de palmier. Là. Mais ça, c'est pas vous deux qui venez chercher la quenouille dans le bois? Non, c'est ça. En fait, Dan, il avait des contacts avec des gens au Lac-Simon, de par son ancienne vie en foresterie.
Puis eux, il y avait déjà eu des formations sur la cueillette. Il y avait un projet de restauration là, qui utilisait de la quenouille. Donc, il y avait des gens à Lac-Simon qui avaient déjà les connaissances pour bien l'accueillir. Puis après ça, c'est vraiment juste en sortir le cœur. Bien, Donc, ils sont très proactifs là, dans ça. la récolte des produits forestiers non ligneux, Lac-Simon. Fait que vous travaillez avec eux autres, Ouais. les gens du Lac-Simon. Est-ce que vous en avez d'autres qui cueillent pour vous autres? Pas la quenouille. Pas la quenouille? Non, pas la quenouille, mais c'est qu'eux, ils ont développé l'expertise, la formation, puis ils ont un réseau de contacts. Fait que eux, ils vont trouver d'autres cueilleurs. Ils ont des cueilleurs du coin d'Amos également, des cueilleurs de Lac-Simon. Donc c'est assez varié. Mais donc, pour l'instant, la quenouille... Vous faites affaire avec eux autres. Ouais. Puis sur les autres produits, bon, tu parles des produits forestiers non ligneux. Bon, tantôt, quand on s'en venait, il y a différentes choses. La compagnie voyageuse, le thé du Labrador, ça, c'est cueilli par... c'est l'entreprise, le thé du Labrador, le cerisier de Pennsylvanie, l'onde crispée, Cerisier racine de d'Angélique. Pennsylvanie, c'est Ouais, le merisier. la qu'on Merise, appelle. ouais. La compagnie voyageuse, c'est Trésor boréal de Launay. C'est M. Denis Harrison. OK. Cerisier de Pennsylvanie, vous utilisez quoi? On utilise la fleur. La fleur. La fleur, mais elle va avoir les mêmes les huiles qui vont s'approcher de ce que tu trouverais dans le fruit, Dans le là, fruit, dans la OK. Merise. Mais donc, c'est la fleur cueillie, elle aussi, dans une petite période, une semaine à 2 semaines de temps là, au printemps. Oui, oui. C'est très, très rapide. Donc, c'est très particulier. C'est très... nos inventaires pour la production sont plutôt complexes. On s'est pas mis ça facile parce qu'on a des ingrédients... frais de la région, cueillis dans une courte période de temps. Il faut prévoir pour les 12 prochains mois. Puis tout ça est en plus aux aléas de la nature aussi, les conditions. Une forte pluie, les fleurs peuvent se faire ramasser, donc ça peut... Ouais. C'est complexe un petit peu, mais ça donne un résultat. Parce que vous avez tout de suite au début le désir, la volonté de travailler avec des produits d'Abitibi-Témiscamingue. C'est une route, c'est une drôle de route. Ça, on savait pas quelle route qu'on allait prendre au début. On avait une idée d'un type de gin qu'on voulait produire. On avait l'idée de la quenouille, on voulait être autour de ça. Mais on savait pas exactement. Mais c'est au fil des recherches puis des expériences, tout ça, que ça nous a mené finalement à Bravo Charlie, qui est un gin très, très inspiré de tout ce qu'on a autour ici. De tout ce qu'on a. Des gens qu'on a rencontrés, là, mon ami du Lac-Simon avec la quenouille, il me parlait de plusieurs autres choses. On a essayé des différentes petites choses. On a essayé, entre autres, les petits boutons sur la compagnie voyageuse. Mais on a fait plein d'expériences. Puis Denis Harrison, qu'Alex a mentionné aussi, ça fait longtemps aussi qu'il est dans la cueillette. Il nous a partagé des idées, des expériences. Il nous a rempli nos coffres on a toutes sortes de choses. Il nous a fait essayer plein d'affaires aussi. Ça a été la première, ça nous a pris 1 an. Un an à travailler la recette, là, puis ça a été une année d'expérience, de découverte. Comme, par exemple, on mettait des agrumes ou du citron dans Bravo Charlie, mais Denis nous a fait remplacer ça. Il a dit essayer ça, c'était la fleur de thé du Labrador qui a des propriétés similaires à celles d'un citron. Fait que là, au lieu de prendre un citron qui vient, exemple, de n'importe où sur la planète, on a remplacé ça par la fleur du quelque chose qui pousse juste ici dans la forêt. Fait que Tu retrouves dans le thé du Labrador, tu retrouves au niveau moléculaire, en fait, tu retrouves un peu ce que tu vas retrouver dans le citron également. C'est que ça va t'amener un côté d'agrumes à ton gin sans utiliser aucun agrume. Fait que il y a votre expérience à vous autres, l'expérience des gens avec qui vous travaillez, qui vous ont amené... On siphonne l'expérience des autres parce que nous, on est partis, on n'avait pas. On parle de quenouille qui est vraiment à la base de Bravo Charlie. Bien, je serais curieux d'en goûter un morceau de quenouille. Oui. Fait que c'est ça, un cœur de quenouille. C'est pas plus grand que ça. Le cœur de quenouille, non. C'est vraiment cette petite partie-là, des fois un petit peu plus long, là, mais c'est vraiment la partie du bas de la tige de la quenouille. Mettons vraiment au bas de la tige de la quenouille, puis la quenouille par là. Fait que quand il la récolte, il vous amène ça en morceaux. Oui, c'est ça. Il récolte la quenouille, puis il coupe la partie à conserver. Toi, c'est la partie blanche qui est un petit peu, un petit peu au vert, mais c'est vraiment la partie du bas qui va être la partie la plus tendre puis la plus aromatique. C'est vrai que ça a une odeur. Ça a un arôme qui est particulier. Ouais. Un peu comme le concombre quand tu coupes un concombre. Là. Moi, je trouve l'odeur. Tout à fait. Même quand on y goûte, ça goûte pas mal comme le concombre. Oui, c'est filandreux. Là. C'est sûr qu'on ne peut pas le manger comme un concombre comme ça. Tu vois, c'est filandreux. Oui. En plus. Nous, on la prend comme ça, on la hache un petit peu. On met ça dans des sacs
des sacs un petit peu filets, là, puis on laisse ça tremper dans le gin. Dans le gin. Pendant combien de temps? Ah, Ça, c'est une recette. OK, ça, c'est les recettes secrètes. D'accord. J'en sais déjà pas mal. Ah, c'est trop, déjà hein? trop. J'en sais déjà trop. OK. Alex puis Daniel, c'est quoi l'idée de départ qui vous a dit on va mettre au monde une distillerie à Val-d'Or? Ça part d'un peu plus de 3 ans où j'ai eu l'occasion de repenser à ce que je voulais faire dans ma carrière. Puis Alex, à ce moment-là, était à l'université. Alex, lui, avait, depuis son tout jeune âge, je voyais qu'il y avait de l'intérêt, de l'ambition pour les affaires. Puis moi, je cherchais c'était très exploratoire, mais je cherchais de quoi où je pourrais un peu m'accomplir, puis apprendre des choses nouvelles. J'ai toujours aimé apprendre des choses nouvelles. Puis un projet aussi où est-ce que je peux mettre les mains dedans, là, tout simplement. Donc, Tu travaillais dans quel domaine avant? Forestier. En foresterie, OK. Ouais. Et puis toi, tu as étudié en quel J'ai domaine? fait 3 ans d'université en administration. En administration. Technique aussi en collège en administration. Fait que moi, j'ai voulu être en affaires comme toute ma vie. Là, comme Daniel dit, il y a 3 ans, moi, j'étais dans ma première année d'université encore. Fait que c'était comme pas exactement encore le bon timing, mais il m'avait texté pendant mon cours, je m'en rappelle, c'était un cours de droit des affaires, puis il m'avait dit on pourrait lancer une distillerie. J'avais répondu comme ben oui, haha, puis j'ai fini mon cours. Puis Alex se raconte souvent comme c'est moi qui ai apporté, mais en fait, c'est lui, à un moment donné, qui a semé la germe un peu, l'idée, parce que il a toujours été. Il suit un peu toute l'actualité, les tendances, les choses comme ça. Puis, il me parlait des projets des distilleries au Québec là, qui commençaient, les premières micro-distilleries qui ont commencé au début des années 2010, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que la graine là, était là. Puis c'est lui qui l'avait mis. OK. Je ne savais pas, mais ça a toujours resté un intérêt. Puis ça a dû m'avoir fasciné à quelque part parce que c'est revenu comme ça, l'idée. Fait qu'au départ, l'idée, c'était vraiment de partir en affaires. C'était pas on veut partir une distillerie parce qu'on est des amateurs de gin. Ben, on avait eu plein d'idées, mais à chaque fois, on parlait, puis on jasait, on se fait des petites rencontres, puis il revenait toujours sur la distillerie. Mais on dirait c'est ça qui est le plus cool dans tous les projets, des idées qu'on a. Fait que là, à un moment donné, je pense qu'on s'est juste dit, ben, on va le faire. Et il revenait toujours avec ça, fait qu'on s'est dit, ça doit être parce que ce projet-là a quelque chose de spécial. Il est spécial, c'est ça. On ne regrette pas du tout le choix. Là. C'est une belle aventure, puis on est chanceux. Là. Aventure père-fils en plus. Évidemment, je pense que tu en as parlé, Alex, il y avait tout pas l'essor, en fait, l'effervescence autour du monde de la distillerie. Comment est-ce que vous aviez vu venir ça? Ben, ça suit un petit peu le mouvement qu'il y avait eu avec les microbrasseries, peut-être 15-20 ans. À un moment donné, ça a commencé à exploser. Encore aujourd'hui, il y a souvent des nouvelles microbrasseries qui sortent. Là, 3 ans, il y en avait peut-être des distilleries, une dizaine, peut-être 10-15. Quand on a eu l'idée du projet, il y a 3 ans, on voyait que c'était une industrie qui était comme en essor, puis qu'il allait avoir de la place pour des nouveaux joueurs, puis que ça allait être en croissance pendant plusieurs années, puis c'est exactement ça que ça fait. Mais c'est sûr que quand on a eu l'idée de 3 ans à aujourd'hui, là, il y a au-dessus de 150 gins québécois, puis c'est vraiment, il y a énormément de compétition. Mais chaque personne trouve sa place, puis est capable de sortir du lot. Mais comment on devient distillateur? Comment on embarque dans cette aventure-là? Premièrement, il y a Internet. On peut apprendre à tout faire, je crois, avec Internet. Donc, on s'est renseigné. La partie production, c'est plus mon rôle dans le projet. Puis, fait que je me suis éduqué un peu, des lectures, certains bouquins, certains livres. Puis ensuite, je suis allé faire une petite formation là, qui est un petit apprentissage, y toucher, mettre les mains dedans, là, voir à quoi ça ressemblait, puis voir si c'était vraiment ça que je voulais faire. Quand on a commencé les tests avec le petit alambic, on est parti d'une base de recettes qu'il avait appris un peu dans ses formations, de comment les pourcentages, exemple, tel pourcent d'agrumes ou des ratios. Mais après, on a fait énormément de tests qu'on improvisait souvent avec la quenouille, que c'était une première, on faisait plein de tests, que là, c'est vraiment de l'improvisation. Tu fais ta distillation, le lendemain, tu goûtes
puis tu trouves qu'il y a des trucs bons, pas bons, fait que tu refais une recette avec, tu sais, c'est vraiment de l'essai-erreur. Bon, pour le gin qui s'appelle Bravo Charlie, par exemple, si on prend celui-là, ça veut dire quoi en nombre d'essais que vous avez fait? Ben, Bravo Charlie, tu sais, ça a été notre premier gin qu'on a fait. On avait 0 expérience, fait que ça a pris environ 1 an pour arriver à la recette finale qu'on a fait avec le gros alambic des 600 litres. Puis c'est environ 60 essais. Ça, c'était tout documenté au fur et à mesure. Vous documentiez. On a plein de petits bouts de papier. Ouais. Puis on achetait aussi beaucoup de gin, des gins québécois, puis d'autres gins partout qui sortaient pour essayer d'en goûter le plus possible pour voir qu'est-ce que certains faisaient bien, qu'est-ce que d'autres faisaient mal, qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on n'aimait pas. Puis c'est avec ça qu'on a. Tu sais, Bravo Charlie, c'est un gin assez classique, passe partout. Il a ses particularités, tu sais, avec la fraîcheur, le côté épicé, fruité, agrumé. Mais il est classique quand même. Mais il y a toutes ses particularités avec les ingrédients régionaux, mais ça reste un dry gin assez classique. OK. Pourquoi vous avez décidé d'appeler la distillerie Alpha Tango? Ben, en fait, là, juste derrière nous, il y a la piste d'atterrissage de l'aéroport régional de Val-d'Or. Puis quand on a eu ce local-là ici, juste en face de la piste, ben, on s'est dit que faire un lien avec l'aviation, c'était quand même winner. Vu que l'aviation, c'est présent partout dans le monde. Fait qu'on allait pouvoir donner une petite saveur d'aviation à nos produits puis au nom de l'entreprise. Fait que à partir de là, on a fait des recherches dans le monde de l'aviation. On est tombé sur l'alphabet phonétique que les pilotes utilisent. Donc, on cherchait à faire une signature à l'aviation, puis à l'Abitibi ou à Val-d'Or. Fait qu'avec le A qui est alpha, puis le T qui est tango, on venait chercher Abitibi-Témiscamingue. Abitibi-Témiscamingue. C'était ça, c'est quand même c'est simple un peu, là, mais ça donnait une saveur régionale, une saveur qui est reliée à l'aviation. Puis en français, anglais, espagnol, peu importe la langue, c'est le même alphabet partout dans le monde. On peut dire que Alpha Tango, ça a le vent dans les voiles. Mais vous visez où? Est-ce que vous visez la Lune? Bien, on pourrait peut-être être les premiers à mettre nos bouteilles sur la Lune, ce serait cool. En fait, tu sais, tantôt, j'ai mentionné qu'on avait trouvé un nom puis des concepts qui se disaient bien dans plusieurs langues ou qu'il n'y avait pas nécessairement de barrière. Bien, ça, c'était majoritairement pour être capable d'exporter assez rapidement. C'est quand même un processus qui est long, mais dès qu'on commence le projet, on n'avait pas de barrière, soit de langue ou de concept. Alors, ça veut dire que vous avez travaillé dès le départ avec des consultants qui vous ont aidé à imaginer tout ça? Oui, bien nous, tout ce qui est branding, site web, ces trucs-là, on a travaillé avec l'agence secrète de Rouyn-Noranda. OK. Mais puis si on revient à ce que tu disais, justement, vous ne vouliez pas avoir de barrière. Je pense que dès le départ, vous avez eu accès à la Société des alcools du Québec, donc vos produits sont retrouvés rapidement. Oui, bien, on savait, entre autres, là, le projet a démarré pendant la pandémie. On savait que la SAQ avait jamais fermé, fait qu'on allait être capable de mettre ce projet-là à terme puis de ultimement vendre nos bouteilles à la SAQ. Puis la SAQ, il privilégie les produits québécois, fait que ça a été quand même facile de faire entrer nos produits. Après, tu sais, il y a la SAQ, c'est quand même un gros réseau, mais on voulait être capable d'exporter. Puis déjà, dès nos débuts, on était capable d'ouvrir des petites portes un petit peu partout sans dire que c'est des trucs qui vont nous faire vendre des millions de bouteilles, mais il y a des gens qui s'intéressaient à ce qu'on faisait et qui trouvaient qu'on avait bien travaillé les concepts puis toutes ces choses-là. Ailleurs au Canada, tu parles? Oui, exact. Okay. Mais je sais que vous avez même remporté récemment 2 prix à la San Francisco World Spirits Competition. Bien dit. Bien dit, d'accord. Ouais, édition 2021. À la compétition 2021. Donc, une médaille d'or pour la vodka et puis une médaille d'argent pour le gin? Oui, le gin, on a gagné une médaille d'argent. Puis la vodka, on a gagné double or. Donc, c'est encore meilleur que or. C'est la plus haute distinction que tu peux avoir à cette compétition-là. Donc, c'est pas mal la compétition la plus prestigieuse au monde aussi. D'accord. Fait que d'avoir la meilleure médaille que tu peux avoir à la meilleure compétition, ça prouve qu'on a bien fait les choses. Donc, ces compétitions-là, ça a une certaine importance. Après, peut-être que toi, tu vas la trouver bonne, puis quelqu'un d'autre va trouver qu'elle est mauvaise. Mais ça montre que c'est des connaisseurs, vraiment des sommeliers, des œnologues qui ont de l'expérience dans le domaine, qui goûtent aux produits à l'aveugle. Donc, ça montre qu'on a bien fait les choses. Puis ça donne une notoriété aussi aux produits. Les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, ils ont, je pense, vraiment embarqué dans votre aventure. Les gens
tu ris. Ben non, c'est fantastique, c'est incroyable. On se l'était fait dire au début, vous allez voir les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, ils vont vous donner de l'amour, etc. Mais non, on ne savait pas c'était quoi, mais c'est vraiment, c'est quand même assez incroyable. Là, ça a commencé avec la queue leu dehors ici, les journées des premières à l'ouverture de la distillerie. Il y a des gens des heures d'attente du monde qui vont. À moins 35 degrés Celsius à Noël. Donc, c'était déjà fou. Puis là, depuis ce temps-là, juste les commentaires d'appréciation qu'on a régulièrement, puis l'enthousiasme des gens, les ventes ici à la boutique, les gens qui viennent acheter ici ou les gens les ventes, les résultats de vente dans les SAQ de la région sont exceptionnels. C'est juste une belle histoire, un beau conte de fées à date. On n'est pas des filles. On parle de gin depuis tantôt. On parle de vodka aussi. Je pense que ça commence à donner soif. C'est possible de s'inviter pour goûter à ce Bravo Charlie? Ben oui, j'ai tous les ingrédients en bas nécessaires pour faire des cocktails. Si jamais tu veux te joindre à nous. Ben, avec grand plaisir. On y va? C'est par Parfait, là? par là. D'accord, allons-y. Je vous devance. J'ai hâte. Bon, fait que Alex, qu'est-ce que tu vas me faire goûter? J'ai prévu 2 cocktails pour toi aujourd'hui. Le premier, c'est un gin épicé à l'ananas, fait que avec un soda épicé, du gin, du jus d'ananas, de l'Abitibi-Témiscamingue, l'ananas. Ben oui. Fait que je vais te faire ça. Nous, en fait, quand on fait les cocktails, on veut que ce soit simple pour les gens à faire, que tu n'ailles pas acheter 1 milliard d'ingrédients. Ce qu'il veut dire, c'est que si lui est capable, là, Pas mal, c'est simple. pas mal tout le monde est capable. Fait que ça prend de la un glace. petit glaçon. Oui, puis on a mis du jus de lime puis du sucre brun autour du verre aussi pour donner un petit côté sucré. Après, on va presser une demi-lime dans le verre. Après, ça prend... OK. Puis là, tout est dans le dosage du gin. Hein? Ouais, 1,5 once, là, mais c'est toujours au goût. C'est jamais moins. C'est ça. Plus. Attention. Santé. Santé, oui. Je sais pas s'il est assez brassé, ça se peut que... C'est vraiment bon. C'est tout frais en plus. Ouais, c'est frais. Il y a le côté épicé avec le soda épicé à l'ananas. Fait que c'est assez bien balancé. J'imagine que c'est le genre de truc où il faut faire très attention parce que ça doit tomber dans les pattes assez rapidement. Ouais, c'est à prendre avec modération. Avant que je l'oublie, j'ai un cadeau pour vous autres. C'est un cadeau qui vient de l'Arbre à sucre Beauménil. L'Arbre à sucre Beauménil, c'est l'entreprise de Nancy Marcotte qui a aussi les jardins de la colonie, où on est allé tourner dans son jardin maraîcher. Et puis, elle vous amène ça pour la suite du monde. Son érablière est situé à Rémini, au Témiscamingue. Ça tombe bien, parce que le prochain cocktail que je vais faire, il y avait du sirop d'érable dedans. Bon, mais ça peut pas mieux C'est tomber. un bel addon, hein? Ouais, merci. Merci Super. beaucoup. On va l'essayer tout de suite, le cadeau. Un trait, mais du sirop d'érable, on peut toujours en mettre un petit peu plus. Fait que là, dans ce verre-là, il y avait... Il y a du gin, du jus de pamplemousse, un trait de sirop d'érable, des tiges de romarin. Merci de m'avoir accueilli chez vous, chez Alpha Tango. Santé puis longue vie. Merci beaucoup. À votre Merci, beau Pierre. projet. Merci Pierre. Merci Vraiment de ta agréable. visite. Et toi aussi. Cheers. Bon, ben Pierre, c'était bien agréable. Mais là, on a perdu du temps. Fait que là, il va falloir que tu nous aides un peu à rattraper pour la commande de la SAQ qui doit partir. OK. Donc, C'est quoi ma mission c'est de Cosmos? officiellement leur mettre une petite médaille double or sur chacune de celles-ci. D'accord. Ouais. Puis ça marche à quelle vitesse? Ça, faut que je produise à quelle vitesse, moi? Là? Très vite. Très vite, d'accord. Pas de vitesse, là. Double or.